Giap a engagé toutes ses réserves dans cette bataille. Bataille décisive car la conférence de Genève va s'ouvrir, il a besoin de cela pour avoir un atout dans la discussion. Et le 7 mai, vous le savez, la garnison à bout de ressources, à bout de munitions, à bout d'hommes, est obligée de cesser le feu. Pas de capituler, mais de cesser le feu. Pratiquement, on ne peut pas faire autrement, il n'y a plus de feu à fournir, donc on est obligé de cesser le feu. Monsieur le Président. Pierre Mendès France. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Vous en connaissez les clauses essentielles. Il en est qui sont cruelles. Mais nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas, dans des situations souvent tragiques, d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient. J'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Le Vietnam est alors coupé en deux à la hauteur du 17e parallèle. La République démocratique s'installe au nord et l'État du Vietnam au sud. Les adversaires ont 300 jours pour regrouper leurs forces. Français et Vietnamiens au sud, Viet Minh au nord, et libérer les prisonniers qu'ils détiennent. Les combattants de Dien Bien Phu et tous ceux d'Indochine se sont battus là-bas courageusement. À Dien Bien Phu, ils ont été splendides. Et les véritables héros de Dien Bien Phu, ce sont eux, justement. Ce sont ces soldats, ces caporaux-chefs, ces sous-officiers, et ces officiers qui ne reviendront plus. C'est à eux que revient le mérite de Dien Bien Phu. Après sa libération, le général de Castres raconte. C'est opérationnel, nous avons été amenés à des emplacements qui étaient ceux des unités mises au repos après les attaques. Nous sommes restés une 8aine de jours. Et c'est de là que nous sommes partis en camion pour la zone des camps définitifs. Mais nous avons eu cependant un assez long trajet à faire à pied parce que les routes sont coupées et surtout elles n'existent pas. Mais nous avons souvent pensé à ceux de nos camarades qui, moins bien partagés que nous, ont fait toute la route à pied depuis Dien Bien Phu jusqu'à cette zone. À leur libération, les prisonniers français sont raccompagnés par leurs gardiens, scandant des chants à la gloire d'Ho Chi Minh et du Vietnam. Il y a eu exactement 11 721 soldats du corps expéditionnaire français ou de l'Union française faits prisonniers à Dien Bien Phu, c'est-à-dire vietnamiens, thaïs, musulmans, etc. 3290 seulement ont été rendus 4 mois après, au mois de septembre 1954. Il en manque 8431 morts de misère physiologique dans les camps du Viet Minh en 4 mois. Et je crois que ce dernier chiffre se passe de commentaires. Les civils français d'Hanoï et Haiphong, accompagnés de leurs familles, embarquent sur les derniers bateaux pour quitter définitivement le Nord-Vietnam. Conformément aux accords de Genève, les populations vietnamiennes désireuses de rejoindre le Sud s'apprêtent aussi à quitter Hanoï. Les préparatifs de départ ne se sont pas toujours déroulés dans la sérénité. Et il y eut durant cette période plusieurs manifestations assez importantes dans la région d'Hanoï et Haiphong. La Commission internationale de contrôle arrive à Hanoï pour s'assurer que les accords de Genève seront respectés de part et d'autre. En particulier, lors du départ des Français et de l'entrée des troupes Viet Minh dans Hanoï.
Bon, ça a commencé très tôt le matin, vers 6 heures, au moment du lever du jour, et c'est une ville qui était entièrement déserte. Les Français étaient dans leur cantonnement, et la population était enfermée chez elle. C'était absolument neutre, nu, sans rien. Et puis, les Viet Minh ont commencé par entrer par le nord de Hanoï. Et à mesure qu'ils entraient, vous aviez une ville brusquement qui explosait. C'est-à-dire que toutes les maisons s'ouvraient, que des milliers de drapeaux rouges étaient hissés par les fenêtres, sur les toits. Les gens sortaient dans la rue et agitaient les drapeaux pour saluer les vainqueurs. Et pendant ce temps-là, les Français reculaient vers le pont d'Oumer, avec une distance entre les Viet Minh et les Français qui n'a jamais été inférieure à environ 500 mètres. C'était réglé comme une sorte de balai. Mais l'impression la plus extraordinaire, c'est vraiment ça, de cette ville qui, brusquement, d'un moment à l'autre, littéralement explosait, devenait rouge, et qui, d'unité totale, devenait une ville remplie de monde. Bien évidemment, il y a une raison à ça, c'est que ça avait été minutieusement organisé, préparé. Vous savez comment le Viet Minh prépare ce genre de choses. Il y a des cadres, des canbots qui s'étaient répandus dans toute la ville. Ça avait duré 15 jours, et les gens savaient exactement ce qu'ils devaient faire, à quelle minute, avec un minutage absolument forcené, mais l'impression théâtrale, et c'était voulu comme une impression théâtrale, était absolument grandiose. Ce défilé a duré, je crois, environ 3 heures, et ensuite, ils sont rentrés dans leur cantonnement, et puis a commencé la période des 100 jours avant l'évacuation complète des Français de Hanoï et la prise de possession officielle de la ville par les autorités vietminaises. Puis il y a eu une seconde phase qui était que des civils vietnamiens du Nord-Vietnam qui voulaient se replier dans le sud, des catholiques essentiellement des 2 évêchés de Huy Thieu et de Pha Diem, étaient censés se regrouper sur la côte, d'où des bateaux devaient les charger pour les amener à Saïgon. Les autorités Viet Minh ont délibérément choisi de les empêcher de s'enfuir. Ne perdez pas de vue qu'il y avait, je crois que les 2 évêchés faisaient près de 2 millions de personnes. Je ne dis pas que les 2 millions voulaient toutes partir pour le sud, mais c'était en plus des catholiques très encadrés, très pieux, avec des évêques très militants, et ce sont des gens qui, pour la moitié au moins, avaient choisi de partir. On les en a empêchés, d'abord par la persuasion, comme toujours, et puis ensuite purement et simplement par la contrainte. C'est ce qui a amené la première vague des boat people. Ils ont construit des sortes de radeaux avec des couffins, avec de la paille de riz pour essayer de s'enfuir. Et il y a des milliers de gens qui se sont noyés et que les Français voyaient se noyer à 2 km d'eux et ils ne pouvaient pratiquement rien faire pour aller à leur secours. Mais pour tous ceux qui étaient à bord des bateaux, et c'était mon cas, et qui voyaient ces masses noires d'hommes et de femmes, d'enfants, qui faisaient des appels désespérés, et à bord des bateaux, nous étions absolument impuissants, respectueux des accords, car pour les sauver, il aurait fallu débarquer, et ça veut dire que la guerre recommençait. Et c'est quand même un des souvenirs les plus affreux que je conserve en mémoire.